Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette opportunité. J'ai un très bon regard sur les résultats de la présidence du professeur Alpha Condé à la tête de l'Union africaine. Et comme vous le savez, il est venu à un moment où de nombreux défis interpellaient l'organisation continentale, à savoir notamment le renouvellement du leadership de la Commission, le retour du Royaume du Maroc, et les questions de paix et de sécurité et les questions stratégiques. Parce qu'à Kigali, en juillet 2016, on devrait procéder au renouvellement du leadership de la Commission. Cela n'a pas pu être fait pour la simple raison que l'élection n'a pas pu se tenir, a été reportée pour janvier 2017. Et ce n'était pas donné. Donc, la première action qu'il a eu à faire dès le président Idriss Déby lui a passé le témoin, c'était d'organiser ces élections. Il l'a réussi. L'Union africaine s'est dotée d'une nouvelle équipe dirigeante. Et il a également procédé au lancement du thème de l'année. Comme vous le savez, le thème de l'année, c'était tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Ce thème était un thème très important parce que les jeunes aujourd'hui constituent près de 70% de la population africaine. Le lancement de ce thème a permis aux États membres de se l'approprier et le thème, et la nouveauté également était que c'était pour la première fois que l'Union africaine, en rapport avec le Fonds des Nations Unies pour la population, s'est dotée d'une feuille de route. Donc, durant toute l'année, les États étaient amenés à mener des activités dans le cadre de la promotion des jeunes. Et ce thème également était axé autour de 4 piliers: l'éducation et la santé, le bien-être, l'emploi jeune et l'autonomisation des jeunes et le respect des droits des jeunes. Donc, c'était un thème extrêmement important et durant toute l'année, des activités ont été menées. Mais sur le plan africain, il y a eu un forum. Le président s'est dit, en rapport avec le leader sur le thème de l'année, qui était le président Idriss Déby, ils se sont dit qu'il fallait organiser, dans la feuille de route le prévoyait, l'organisation d'un forum sur le plan africain qui allait regrouper les organisations de jeunesse. Donc ça a été très important. Et la feuille de route également demandait qu'on mette en place un fonds pour les jeunes. En fait, c'est un travail de fond, un travail de sensibilisation sur le rôle que les jeunes doivent jouer désormais dans le développement de l'Afrique. Donc ça a été un acquis de la présidence du professeur Alpha Condé. Également les questions de paix et de sécurité. Comme vous le savez, aussi avec la persistance des conflits en Afrique, ça n'a pas été une année facile. Il y a eu ces conflits, les conflits traditionnels que vous connaissez. Il y a également le terrorisme et l'extrémisme violent. Donc, sur toutes ces questions, le président Alpha Condé a travaillé étroitement avec tous les départements, le département paix et sécurité,
et s'est investi dans la recherche de solutions durables à ces conflits. Également, le retour du royaume du Maroc. Comme vous le savez, le Maroc a quitté, il est revenu après 32 ans. Donc, il y avait ceux qui étaient pour le retour du Maroc, qui devrait se faire conformément à l'article 29 de l'acte constitutif, qui dit que le retour, l'adhésion à l'Union africaine se fait à la majorité des 2/3, à la majorité simple plutôt, conformément à l'article 29 de l'acte constitutif. Mais l'article 4, alinéa B, évoquait d'autres critères. Et ceux qui n'étaient pas pour le retour du Maroc ont voulu utiliser cela pour barrer la route au Maroc. Mais grâce également au leadership de notre président, le Maroc, ceux qui ont prévu que l'Union africaine allait éclater, le Maroc est retourné dans l'unité et la solidarité. Donc, il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Qu'est-ce qu'il a également fait? Au moment où il arrivait, il y avait un déficit dans le paiement des contributions des États membres. Il a également écrit à tous les États membres pour leur rappeler leur engagement, leur demander de payer les contributions. Et il est venu également à un moment où l'Union africaine s'est engagée dans un vaste programme de réforme piloté par le président Paul Kagame, qui en avril 2017 a fait le déplacement pour la Guinée avec le président Idriss Déby Itno pour aller lui soumettre le projet de réforme. Le projet de réforme qui est également important pour l'organisation panafricaine. Le constat a été fait comment rendre l'Union africaine, en fonction des mutations qui sont intervenues sur le plan international, comment rendre l'Union africaine performante pour répondre aux défis qui interpellent l'Afrique. Et l'Union africaine aussi, l'un des gros problèmes auxquels l'institution est confrontée, c'est le financement. Et 70% des financements des projets et programmes proviennent des partenaires. Donc, les chefs d'État ont estimé que cela ne pouvait plus continuer. Il fallait trouver des financements innovants pour réaliser les projets phares contenus dans l'agenda 2063. Donc, la réforme a proposé non seulement la réforme institutionnelle et la rationalisation des méthodes de travail. Le constat était alarmant. Le constat, sur 1500 décisions ont été prises. Et moins de 30 ont été effectivement mises en œuvre. Donc, unanimement, le consensus s'est fait autour de la rationalisation des méthodes de travail. Également, évaluer les partenariats stratégiques. Et les Africains estiment que ce n'est pas normal que quand nous avons des sommets dans le cadre du partenariat, que les 55 États membres soient en face d'un seul partenaire. Donc, désormais, lors des réunions sur les partenariats, il y aura le président en exercice, il y aura le président des communautés économiques régionales, il y aura la Troïka qui est constituée du président sortant, du président entrant et du président qui revient, du prochain président. Donc, et le bureau même de la conférence
avec les 5 régions, parce que dans le bureau de la conférence, les 5 régions se retrouvent. Donc, ça, c'était aussi un défi de taille. Donc, il y a une décision qui a été prise, la décision 635, qui a été prise en janvier même, en janvier 2017, pour fixer la nouvelle nomenclature des partenariats stratégiques. Je pense que ça aussi, c'était un acquis. L'autre grand acquis, il a innové. Il a innové en désignant des champions. Des champions sur les questions de préoccupation majeures sur le continent. Donc, que ce soit les champions d'égalité, l'égalité du genre, l'égalité homme-femme, le président Nana Akufo-Addo du Ghana est champion sur ce dossier. Et la lutte contre la corruption, le président Buhari est champion sur ça. Pour l'agriculture, le développement de l'agriculture, il y a un projet phare de l'Union africaine dans le domaine de l'agriculture, le CADEP, qui dit que les États membres doivent constituer 10% de leur budget national au secteur de l'agriculture. Ce domaine a été confié au Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Il y a aussi les relations entre les Nations Unies et l'Union africaine dans le domaine de la paix. Notre président estime que les Africains connaissent mieux l'Afrique et demander que dans le cadre de la coopération entre l'Union africaine et les Nations unies, il faut désormais prendre en compte les Africains, les soldats africains dans les opérations de maintien de la paix en Afrique. Il a même répété lors de ce sommet que comment voulez-vous qu'un Indonésien ou un Pakistanais meure sur les théâtres des différents conflits en Afrique. Donc, un accord a été signé par le président de la Commission de l'Union africaine avec le secrétaire général des Nations unies, de donner plus en plus de rôle aux Africains dans la gestion et le règlement des conflits en Afrique et mieux de favoriser le recrutement des soldats africains dans les opérations de maintien de la paix. Je peux dire que ça aussi, c'est un acquis. Il y a aussi d'autres dossiers, comme la zone de libre, la ZLEC, la zone de libre, la zone de libre commerce continental, la ZLEC, la zone de libre échange continental. Donc, le dossier là a été confié au président Issoufou du Niger. Et c'est un dossier phare de l'Union africaine. Et la décision a été prise également par les chefs d'État et de gouvernement de mettre en place une zone de libre-échange continental. La mise en œuvre rapide de la zone de libre-échange continental permettra favorisera le développement rapide du continent. Non seulement il favorisera ce développement rapide, mais permettra également l'appropriation par les Africains de l'agenda 2063. Il a également confié au président Museveni l'intégration politique du continent. Le président Museveni était particulièrement intéressé par ce thème, parce qu'il s'est dit que nous avons beaucoup travaillé, que les chefs d'État ont beaucoup travaillé sur l'intégration économique du continent, mais qu'il est nécessaire à présent de réfléchir sur l'intégration politique du continent en se basant sur les diversités culturelles et linguistiques du continent pour promouvoir l'intégration politique. Il a également confié le président Paul Kagame est champion sur la réforme institutionnelle. Et le président a souvent l'habitude de dire dans les forats que la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et que si nous voulons
un partenariat d'égal à égal avec nos partenaires stratégiques, il faut que l'Afrique soit en mesure, pour sa propre crédibilité, que l'Afrique soit en mesure de financer les programmes et les différents projets initiés dans le cadre de l'agenda 2063. Donc, il a été demandé un prélèvement de 0,1 pour faire face au déficit chronique budgétaire que l'organisation rencontre souvent. Il a été demandé de prélever 0,2% sur les importations éligibles. Donc, ce dossier est déjà, à ce jour, il y a plus d'une vingtaine d'États qui ont commencé à mettre en œuvre ce processus de prélèvement. Je pense que ça aussi, c'est un acquis. Et il a changé les habitudes. Il a changé les habitudes. Et je vous avoue que chaque chef d'État qui est désigné comme leader, c'est comme si c'était des élèves. Ils ont pris très au sérieux leur mandat. Ils ont présenté, il y en a qui ont présenté des rapports à mi-parcours au mois de juillet passé, et il y en a qui ont continué à présenter des rapports ici. Non seulement ça, c'est une nouvelle innovation, mais il y a, dans le cadre du travail même, du fonctionnement de la conférence, il y a des sous-comités. Il a renouvelé sa confiance au chef d'État qui était déjà désigné comme président des sous-comités. Donc, notamment le sous-comité, le comité des 10 sur la réforme du Conseil de sécurité, qui était piloté par le président Ernest Bai Koroma. Il y a aussi sur le changement climatique. Il y a le comité d'orientation des chefs d'État sur le changement climatique. Le président Bongo du Gabon est le président du sous-comité. Il y a d'autres chefs d'État aussi qui avaient des dossiers. Il a réitéré sa confiance à ces chefs d'État. Le président Uhuru Kenyatta, par exemple. Comme vous le savez, le Kenya a une grande expérience dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Vous savez, des millions de personnes au Kenya utilisent leur téléphone portable pour l'ouverture des comptes bancaires et pour faire des affaires. Donc, le président Uhuru Kenyatta a été désigné comme champion sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et le président du Togo, qui avait fait beaucoup d'efforts aussi dans la lutte contre la sécurité et la sûreté maritime, a été désigné comme champion sur ce dossier. Il y a eu le président Jacob Zuma avec les Nations Unies. Il y a eu également d'autres chefs d'État qui ont piloté durant toute cette période des dossiers de préoccupation majeure pour le continent. Je pense que tout ça, c'est des acquis. Et le dire, ça sera... Vous étiez là, vous avez vu le tonnerre d'applaudissements lorsque notre président a fait son discours de passation, et unanimement, il a été reconnu que le bilan du professeur Alpha Condé à la tête de l'Union africaine était un bilan. Durant ce qu'on note aussi de particulier durant la présidence de la Guinée, c'est le plaidoyer que le président Alpha Condé a fait sur le plan international. Que ce soit à la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, au G20, au G7, que ce soit dans les partenariats, il a plaidé les causes africaines, la cause africaine. Il a exprimé aux partenaires, il a expliqué clairement aux partenaires les projets phares de l'Union africaine, les mutations profondes que l'Afrique connaît. Et durant sa présidence, je peux le dire sans le risque de me tromper, que l'Afrique a été écoutée
et respecté. Ça aussi, ça a été très important, il faut le noter. À la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies, au G20, au G7, que ce soit dans les partenariats, il a plaidé les causes africaines, la cause africaine. Il a exprimé aux partenaires, il a expliqué clairement aux partenaires les projets phares de l'Union africaine, les mutations profondes que l'Afrique connaît. Et durant sa présidence, je peux le dire sans le bilan positif, que l'Afrique a été écoutée et respectée. Ça aussi, ça a été très important, il faut le noter. Vous savez, la thématique est un peu liée au thème de l'année. Le dividende démographique. Et dans le dividende démographique, il y a bien sûr les jeunes. Mais il y a les jeunes filles, il y a les femmes. Et c'est un peu lié au thème de l'année. L'égalité est consacrée dans les instruments, dans plusieurs instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sur le plan africain même, l'acte constitutif, l'article 4 de l'acte constitutif de l'Union africaine parle également des questions de femmes. Il y a eu aussi la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Il y a eu d'autres instruments qui ont été, le protocole de Maputo par exemple, sur la déclaration solennelle de l'égalité hommes et femmes. Il y a beaucoup d'autres instruments qui ont été adoptés et parlent sur le plan international et en Afrique. Nous avons estimé que le professeur Alpha Condé a dédié son mandat depuis qu'il est à la tête de notre pays, depuis qu'il a la magistrature de notre pays. Il a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes. Et je sais que des efforts ont été faits et qu'il reste beaucoup encore à faire, mais nous sommes l'un des rares pays aujourd'hui qui a confié des départements stratégiques aux femmes. Et il s'investit beaucoup dans la promotion de l'égalité du genre. Parallèlement, de l'autre côté, le secrétaire général des Nations Unies, quand il a pris fonction en janvier 2017, il s'est engagé également, il a fait une déclaration qui consiste à promouvoir les Africaines dans les instances des Nations Unies. Je pense qu'il a tenu promesse. Il a tenu promesse pour la simple raison où le numéro 1 après lui aux Nations Unies, c'est Madame Amina Mohamed, qui est de nationalité nigériane, qui avait piloté à l'époque. Elle était sous-secrétaire générale chargée de l'agenda 2030 au niveau mondial. Je pense qu'il l'a promu comme numéro 2 des Nations Unies. Et le secrétaire général des Nations Unies également vient de nommer une Namibienne comme sous-secrétaire général chargée des affaires politiques. Assistante sous-secrétaire général chargée des affaires politiques. Et le secrétaire général a nommé également comme numéro 2 des opérations de maintien de la paix une Guinéenne. Une Guinéenne qui s'occupe des opérations de maintien de la paix comme sous-secrétaire général adjoint chargé des questions de maintien de la paix. Et à ce niveau, il y a eu aussi
d'autres nominations de femmes africaines à des postes très importants. Nous avons estimé qu'il a fait, il a tenu promesse, mais qu'il doit continuer. Il doit continuer parce que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, les femmes représentent plus de 50% de la population mondiale. Donc les femmes ne peuvent pas être en marge du programme de développement de l'Afrique. Et dans l'agenda 2063, les femmes constituent le levier important, les femmes et les jeunes. L'Afrique compte pour vraiment impulser le développement et la croissance du continent. Donc, c'était un peu pour faire le point avec le secrétaire général des Nations Unies et voir quelles sont les possibilités pour qu'il continue à insérer les Africaines dans les instances onusiennes. Je pense que vous avez vu le succès de ce petit déjeuner qui a regroupé plus de 350 personnes, des personnalités sur le plan international, des chefs d'État et des femmes aussi qui occupent de hautes fonctions, qui se sont exprimées et qui estiment que les États membres doivent faire davantage pour que les femmes soient à des postes de responsabilité, pour que les femmes soient impliquées aussi dans la gestion et le règlement des conflits dans nos pays, pour que les femmes, conformément à la résolution 1325, que les femmes également prennent une part importante dans le maintien de la paix en Afrique. Je pense que c'était très important et le secrétaire général des Nations Unies était très content et a félicité le président Alpha Condé pour avoir dédié ce dernier événement de sa présidence aux questions féminines, à l'égalité genre. En fait, madame, vous avez dit tout de suite là, que le président Alpha Condé a beaucoup fait. Et il y avait un sujet très intéressant qui, en fait, qui l'intéressait beaucoup, c'était la diaspora. En fait, la diaspora africaine. Et il avait promis qu'il allait prêter une oreille attentive à cette diaspora. Qu'en est-il aujourd'hui? Il qualifie de 6e région. De 6e région. Oui, 6e région. Vous savez, c'est des dossiers phares. Le président Alpha Condé a des dossiers phares. Je pense qu'après la fin de ce mandat, il va se consacrer à la diaspora. Et la diaspora est très importante. Il estime qu'il faut, c'est la 6e région, il faut mettre à contribution la diaspora pour faire avancer l'Afrique. La diaspora est qualifiée pour aider l'Afrique, pour contribuer au décollage économique de l'Afrique. Est-ce que dans ce sens, il y a eu quelque chose déjà d'acquis? Bon, il y a un dossier à l'Union africaine concernant la diaspora. Je pense que ce n'est pas un dossier nouveau. Il y avait déjà eu une conférence africaine sur la diaspora qui s'est tenue en Afrique du Sud, je crois en 2007, je crois, si je me trompe. En tout cas, l'Union africaine est saisie du dossier de la diaspora. Ok. Juste après ce déjeuner de travail qui est sur le thème de l'accès des femmes aux hautes fonctions au sein des institutions onusiennes et africaines, les chefs d'État se sont retrouvés juste dans un huis clos. Et inhabituellement, ce huis clos a pris plus de temps que les gens ne s'y attendaient. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les raisons de... Oui, il est de tradition que le jour du sommet, les chefs d'État se retrouvent autour du huis clos, dans un huis clos, et pour discuter des questions très importantes. Cette fois-ci, le huis clos était consacré à des dossiers de préoccupation majeures, des préoccupations. Le huis clos, les chefs d'État qui avaient des dossiers brûlants ont présenté au huis clos des rapports. Le président Paul Kagame
a présenté son rapport sur la réforme. Le président Issoufou Mohamed a présenté son rapport. Le président Idriss Déby a présenté son rapport. Tous les champions. Pas tous les champions, mais il y a des dossiers brûlants. Ils ont continué plus tard en plénière à présenter ces dossiers. Donc, je pense que il n'y avait pas de problème. Ça s'inscrivait dans une logique, dans une tradition à l'Union africaine, que les chefs d'État commencent par des dossiers brûlants. Les questions de paix et de sécurité également ont été évoquées, où il y a une consultation pour la composition du bureau. Donc, c'est au huis clos et on procède à la consultation pour pouvoir mettre en place le bureau de la conférence. Je pense que c'est très intéressant cette année parce qu'il y a eu, comme je vous ai dit, le huis clos a commencé par la zone de libre-échange continental. Le président Issoufou, il a fait un bon travail et les partenaires même reconnaissent que le dossier, les négociations sur la zone de libre-échange continental a progressé. Donc c'était un rapport très important et ils ont commencé par ça et la réforme institutionnelle et d'autres rapports. Je pense que la logique était normale. Ok. Madame, on sait que la Guinée est déjà candidate pour abriter le Centre africain de développement minier. Où en sommes-nous dans ce dossier? Est-ce que, à la faveur de cette 30e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, ce dossier a pu avancer? Oui, ce dossier a avancé pour la simple raison que l'Union africaine a dépêché 2 fois dans les pays qui sont candidats pour aller faire une évaluation avec des thèmes de référence bien précis sur la capacité des candidats à abriter le centre. Et le rapport a été présenté au Conseil exécutif. Notre pays, et dans l'évaluation qui a été faite, la Guinée s'est classée en première position, suivi du Kenya, suivi de la Zambie, suivi du Soudan. Donc, je pense qu'il y a de très bonnes perspectives. Il appartiendra maintenant au chef d'État de prendre la décision politique.